maintenant, on va passer à la première table ronde de l'après-midi, qui est la troisième de la journée. Alors, cette table ronde aura pour sujet « Je suis chercheur ou jeune docteur, l'entrepreneuriat, est-ce vraiment fait pour moi ?» Donc, très bonne question que peut-être certains d'entre vous se posent. Et donc, du coup, pour répondre à cette question pendant 30 minutes, j'appelle sur scène Kevin Jaboviste, Fabrice Lallemand, Lola Laurent, Catherine Guay, Sophie Magnier et Philippe Lutz. Bonne table ronde. On va laisser Kevin. On va pas faire les pareils. Je fais pas les hommes d'à côté. Bonjour à tous. Donc je suis Philippe Lutz et la charge d'animer cette table ronde. Voilà, donc on va revenir assez largement sur l'aspect compétences, compétences pour l'entrepreneuriat. Et c'est quelque chose qu'on va creuser. Alors à travers deux expériences initiales qui vont nous servir de base pour alimenter cette table ronde. Celle de Kevin Jacobis, qui est docteur en mécanique issu de l'Institut FEMTO-ST, qui est postdoc du dispositif itinéraire chercheur-entrepreneur. Donc on a vu un doctorant juste avant. Là, on a un postdoc avec nous. Voilà, et qui est actuellement incubé des cas UBFC, pré-incubé, pardon. Voilà, donc ensuite Sophie Magnier. Donc, alors, je vais finir quand même sur les deux personnes, et une personne plus expérimentée, alors qui n'a pas pu se joindre avec nous, et on le regrette bien aujourd'hui, qui est Fabrice Lallemand. Donc lui qui est un créateur expérimenté, puisque ça fait 6 ans, je crois que l'entreprise Affiliate est créée. Voilà, et dont il est président CIO de cette entreprise. Voilà. Et en écho à ces deux présentations, on commencera par Kevin et puis ensuite ce sera Fabrice Lallemand qui interviendra. Et donc on aura des interventions de DK, de la région à travers Sophie Magnier, qui est chargée de projet animation et communication à DK UFC, à travers Catherine Guay, qui est la directrice de la recherche et de l'enseignement supérieur de la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Et on a également la BPI qui est représentée sur cette table ronde avec Lola Laurent, qui est chef projet, accompagnateur Deep Tech de BPI France. Voilà. Donc ils viendront en écho et amèneront des éléments de soutien institutionnel par rapport aux expériences personnelles de nos deux créateurs d'entreprise ou futurs créateurs d'entreprise. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, donc on va axer les choses sur les aspects qui sont liés aux compétences, d'accord, compétences requises pour être entrepreneur deep tech, la question de la posture qu'il faut se poser, etc. Et donc, on le voit, il y a un certain nombre d'institutions qui sont ici, il y a des choses qui sont en lien avec le doctorat, on en a parlé après, d'où ma présence ici en tant qu'animateur, on va dire, parce que je suis directeur du collège doctoral. Et donc, sur le volet doctorant, le lien entre le doctorat et la société civile, c'est un axe qui est essentiel. Et à travers la poursuite de carrière des doctorants également. Alors on dispose de chiffres, d'enquêtes. Alors j'en ai quelques-uns qui m'ont été gentiment fournis à travers une enquête, le barème national jeunes chercheurs et entrepreneuriat, mené en 2021 par BPI France et PhD Talent. Et donc dans ce baromètre, on a des chiffres qui sont vraiment très intéressants. Par exemple, on nous dit que plus de 70% des jeunes chercheurs, alors jeunes chercheurs c'est les doctorants et les jeunes docteurs, qui considèrent que la valorisation de la création de start-up fait partie de leur mission de chercheurs. Donc vous voyez, plus de 70, c'est quand même assez marquant comme nombre. Voilà, donc, et côté encadrant, en fait, on trouve l'écho, puisqu'on a quasiment, alors un petit peu moins de 70, mais presque 70%, qui considèrent que la valorisation à travers la création, le transfert de leur technologie vers la société civile, donc vers la création d'entreprises finalement, pour créer de l'économie, du social, et bien en fait ça fait partie des missions des doctorants. Bon, indirectement, comme c'est des missions des doctorants, c'est aussi des missions de leurs encadrants, d'accord, puisque c'est eux qui les forment. Donc c'est dans leurs activités de recherche tout au moins. Donc c'est vraiment des chiffres marquants. Alors j'ai toute une série, alors je ne vais pas évidemment les énumérer, mais voilà, on est toujours sur ces aspects connaissances, création de compétences, préparation des doctorants et des encadrants à finalement être en capacité d'accompagner
ou de créer concrètement une nouvelle activité, alors de haute technologie ici, puisqu'on est dans le cadre type tech, eh ben c'est vraiment des aspects qui sont clés et portés dans l'esprit des gens. Alors, je vais juste finir sur un chiffre, puis après je laisse la parole aux gens les plus intéressants, c'est vous. Voilà, donc c'est 69% des gens, quasiment 70%, des jeunes chercheurs n'ont jamais suivi de formation à l'entrepreneuriat. D'accord ? Donc ça, c'est... Voilà, on offre dans le catalogue de formation transversale des doctorants, d'accord, une formation pour tous à l'entrepreneuriat. Mais bon, en tout cas, tout le monde peut potentiellement le suivre. Mais 70% ne la suivent pas, mais pourtant, 2/3 s'estiment intéressés par ces formations. D'accord ? Donc voilà, peut-être sensibiliser plus, donner des informations de ce que c'est, comment ça se passe, etc. Quelles compétences, vers quoi on s'oriente, comment on peut exploiter ses connaissances en création, ou si la création ne se fait pas sur autre chose, tout ce qu'on a pu acquérir, et ben en fait, c'est extrêmement important. Voilà, donc c'est l'objet de cette table ronde, qu'on avance un petit peu sur ces points-là. Kevin, je vais te laisser la parole. Merci. Du coup, je vais essayer de faire... A priori, on est très timé, donc je vais essayer de faire dans un temps très court. Donc, je m'appelle Kevin Jabovist, je suis docteur en mécanique au laboratoire FEMTO-ST à Besançon. Donc maintenant, ça fait quelques années que j'ai soutenu ma thèse, donc là je suis ingénieur de recherche actuellement. Et donc pour retracer un peu le parcours, ma thèse c'était une thèse chiffre avec Thales, donc déjà un premier dispositif qui permet de mettre un pied dans une entreprise. Et donc, à l'issue de cette thèse, donc mon champ d'expertise, ça s'applique à la contrôle et à la mitigation des vibrations. Donc, globalement, dans des environnements un peu complexes. Donc, c'est tout ce qui est adapté au militaire, au spatial. Donc, c'est faire face à des fortes variations de température, des machines tournantes, etc., etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais globalement, c'est des technologies qu'on a développées pendant ma thèse et qui, à la fin de ma thèse, ont intéressé d'autres industriels. Donc, typiquement, Stellantis, nouveau nom de PSA. Du coup, ça m'a aussi financé 1 an et demi d'études avec eux, ce qui a permis un peu de maturer les technologies qu'on avait développées. Et du coup, comme on voyait que ça intéressait toujours des clients, du côté industriel, donc après on a eu des contacts avec plusieurs entités de Safran, on s'est dit pourquoi pas essayer de créer une entreprise. Et comme j'étais un mauvais élève, j'avais pas fait les formations dispensées par l'école doctorale sur les aspects financiers et création d'entreprise. Et du coup, on s'est renseigné, on a vu l'existence du dispositif ICE, donc vous avez entendu juste tout à l'heure parler au niveau doctorant. Sauf que là, du coup, c'était au niveau post-doctorat. Donc en fait, sur un post-doctorat, pareil, on a un dossier. S'il est accepté, on a le droit d'aller à un oral. Et si on gagne le pompon, on a une bourse qui permet d'avoir 1 an de salaire et une enveloppe de formation pour se sensibiliser du coup à tout ce qui est compétences en création et gestion d'entreprise. Donc sur l'année, c'est assez court. Je ne vais pas vous mentir, c'était assez, on va dire, intensif, surtout que c'est jumelé avec un master de Dijon sur la gestion des entreprises. Donc on rentre de suite dans des choses un peu complexes, mais bon, ça permet en tout cas au bout d'1 an d'avoir une bonne ébauche de qu'est-ce qui est important pour créer une entreprise, qu'est-ce qui est important pour la gérer, donc les aspects stratégie, les aspects business model, etc. Et donc en fait ça fait une première passe qui nous permet un peu de détecter si l'entrepreneuriat ça nous fait plaisir, parce qu'à la base je suis quelqu'un du coup purement technique et qui n'était pas forcément partant pour faire de l'entrepreneuriat. Et donc à la suite de cet ICE, donc on était bien motivé pour faire une entreprise, sauf qu'il y a eu la crise Covid, que tout le monde connaît du coup. Et donc on n'a plus aucun contact avec les industriels, puisque toutes les activités R&D étaient un peu en suspens. Donc du coup là pareil, une période de doute. Donc tout ça pour dire qu'en plus de développer des compétences un peu transverses et du coup de sortir de sa zone de confort, il y a un peu des zones un peu de doute. Donc ça peut être lié à soi, est-ce qu'on est prêt à y aller ou pas. Ça peut être aussi lié du coup à des facteurs qui sont externes et qu'on ne maîtrise pas. Mais bon, malgré tout, c'est déjà une première chose. Enfin, il faut avoir ça en conscience, quoi. Faut y penser. C'est pas quelque chose de simple, il faut se lancer. Et bon, après, comme ils disent, on est accompagné quand même. Dans les formations ICE, on rencontre pas mal de gens qui sont très compétents et qui nous expliquent bien ce qu'on doit faire, donc ça va. Et bon, le Covid étant passé, tout est redevenu à la normale, donc on s'est dit, en fait, pourquoi pas se lancer. Et du coup, c'est là, dans ce cadre-là, qu'on s'est rapproché de l'incubateur avec mon ancien directeur de thèse, Gaël Chevalier. On s'est rapproché de l'incubateur à Besançon, donc DKBFC. Et donc là, je suis en période de ce qu'on appelle pré-incubation, donc c'est-à-dire qu'on m'amène à réfléchir sur la manière dont je vois mon entreprise. Est-ce que je veux être CEO? Est-ce que je veux plutôt être directeur technique? Combien de personnes je veux dans mon équipe? Est-ce que je connais mon business model? Est-ce que je connais mon marché? Faire des analyses financières, faire des projections un petit peu. Et donc ça, c'est des compétences qu'aussi on nous transmet à travers des formations. Donc là même la gestion de la propriété intellectuelle et ce genre de choses. Donc c'est des formations qui sont quand même assez condensées, mais très importantes. Et ça permet de récupérer les clés
ce qui va nous permettre après de bien diriger une entreprise. Donc on ne sera jamais expert en propriété intellectuelle, mais on aura déjà des notions et des notions clés surtout, et on aura les bons interlocuteurs à questionner en cas de question, quoi. Donc voilà, pour mon témoignage, c'est que finalement, la création d'entreprise, comme tout le monde l'a dit depuis ce matin, c'est une drôle d'aventure. Donc avec des moments où c'est très bien, des moments où on se dit, bon, je sais pas trop. Et surtout, il faut avoir, quand on est quelqu'un de très technique comme moi, c'est sortir de sa zone de confort, ça veut dire se confronter un peu à des choses qu'on n'a pas l'habitude. Et même des choses qui, initialement, on se disait, en fait, c'est... faut pas l'intérêt, ou c'est un peu bête et tout. Finalement, on se rend compte qu'il faut y accorder de l'importance, et après, c'est des choses qui permettent vraiment de faire créer de la confiance, ce genre de choses. C'est pas des notions qu'on a l'habitude en science, c'est donné par des articles ou des indicateurs un peu physiques. Là, c'est plus du relationnel, de l'humain, discuter avec les gens, et voilà. Donc voilà. S'il y a des gens qui ont des questions après, ou tout, je resterai jusqu'à la fin, donc n'hésitez pas à me chercher. Voilà, merci. Alors, merci déjà pour cette première phase. Et puis, avant juste de passer la parole à Sophie, j'ai envie de poser un tout petit truc. Est-ce que l'appétit vient en mangeant, ou dès le départ dans la thèse, vous avez quand même une petite idée, ou... Ouais, en fait, c'était un peu distillé par mon... comme dans la table ronde d'avant, c'était un peu distillé par mon directeur de thèse, qui avait déjà, Gaël Chevalier, qui avait un peu l'idée de créer potentiellement une entreprise. Et donc, mais au début, ça n'avait pas trouvé beaucoup d'écho. Je trouvais ça sympathique, mais je me disais jamais je ferais ça. Et les années passant, en fait, on s'est dit, en fait, finalement, on a vraiment un avantage par rapport aux potentiels concurrents dans notre secteur, puisque tous les industriels, quand on leur montre ce qu'on sait faire, ils reviennent à chaque fois et ils nous redemandent de développer des choses. D'accord. Donc on s'est dit, ok, il faut essayer. Et après, le déclic, c'est un peu quand on me disait, est-ce que ça te brancherait de créer l'entreprise, c'est le petit frisson qu'on a quand on se dit, ok, on va le faire. Donc ça, c'est un peu le déclic. Voilà, et donc clairement, ça va, comme ça a été expliqué, je veux dire, il va avoir besoin de compétences, et là, la construction de tout ça, effectivement, ça s'est fait de façon très proche de DKBFC, et donc voilà. Alors, ce qui est dans le parcours ICE, je tiens à repréciser, c'est ce qui a été mis en place, c'est que les structures qui participent au jury, qui sont mises en amont, permettent effectivement d'anticiper le potentiel, tant du futur projet, de la personne, etc. Merci Kevin, très bonne présentation. J'ai pas grand-chose à rajouter. Parfait, de rien. Ouais, apparemment, on a déjà bien travaillé ensemble. Donc effectivement, l'incubateur des KBFC intervient effectivement pour accompagner tous les porteurs de projets qui ont un projet donc création d'entreprise, mode start-up. Effectivement, on vous accompagne sur toute cette partie expertise, technologie, faire attention au business model, au plan financement, le marché fondamental. Est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on va pas y aller? Mais alors, il y a une chose aussi, c'est qu'une entreprise sans être humain, ce n'en est pas une. Et effectivement, on a un focus très important qui existe déjà même au sein de l'équipe de DKBFC, mais qui du coup transparaît et transpire et qu'on transfère aussi à nos pré-incubés, c'est l'humain. Et entre autres, toutes ces compétences, ce qu'on appelle maintenant soft skills, certes, tout le monde sait ce que c'est, mais les mettre en œuvre dans son projet d'entreprise, les intégrer dès le départ, c'est ce qu'on discutait aussi un peu en amont, la posture du chef, la posture du dirigeant et dirigeante, je précise le te, voilà. C'est possible aussi, l'accompagnement est pareil, quoi. Vous pouvez venir, il n'y a pas de problème, venez. Donc, qui fait qu'on s'attache énormément aussi à cette posture. Et c'est vrai qu'à un moment, quand on avait préparé aujourd'hui, j'ai dit, mais quel est le rôle? Alors je dis tu, parce que, voilà, que tu veux tenir dans ta future entreprise. Alors je dis toujours, ne me répondez pas tout de suite, prenez le temps de la maturer, cette position. Voilà, ça fait partie de vos valeurs, de vos fondements. Et donc, on a ce focus-là. Ensuite, alors c'est un accompagnement qui dure sur 2 ans. C'est vrai que plus on le commence tôt, plus ça permet effectivement de cerner ce qui va être les points de fragilité, les points de force, qui fait que quand vous allez vous lancer, si vous vous lancez, parce que je tiens à préciser que même si vous ne vous lancez pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec, c'est une expérience de plus sur laquelle vous avez appris plein de choses. Et c'est le principe même, je crois, de la recherche qui fait que j'ai raté, ça ne marche pas, mais qu'est-ce que j'ai appris comme quelque chose? Et ça aussi, ça sert à ça, toutes les structures d'accompagnement et l'accompagnement, effectivement, à cette création d'entreprise. Merci Sophie, et tu m'as tendu la perche pour donner la parole à Catherine Gay. Donc effectivement, sur le support, l'accompagnement et finalement les dispositifs qui ont été construits. En tout cas, on a participé, en tout cas au moins tous les deux, à la construction de certains dispositifs. Et qui permettent d'avoir
des jeunes créateurs comme là, comme des futurs, et puis certains. Donc, alors, lui n'était pas passé par Rice, mais avec des volontés aussi de support de petites structures maintenant. Voilà. Oui, tout à fait, Philippe. Alors, j'avais prévu de vous parler du dispositif ICE, mais après la prestation de Valentin Renaud et de Kevin, j'ai plus grand-chose à dire, mais ce sont eux qui en parlent le mieux. Donc, merci vraiment pour vos témoignages. C'est avec une certaine émotion que bien sûr, je vous rencontre, mais là, le regroupement de tous ces témoignages et de voir ce qu'on peut apporter par des dispositifs régionaux à la création d'entreprises, c'est quelque chose, voilà, qui, c'est important pour de voir ce qu'on vous apporte. Alors, la volonté de la région, c'est bien sûr de promouvoir la création d'entreprises, mais aussi d'utiliser ces formations universitaires que sont le master et le doctorat pour les compétences qui peuvent être distillées, je dirais, à la fois pour la création d'entreprises, bien sûr, mais dans les entreprises régionales. À chaque fois, en ce moment, qu'on rencontre des entreprises, ils ne nous demandent pas des financements, ils nous disent « on a besoin de compétences, on ne trouve pas de compétences ». Et moi, je crois vraiment sincèrement que ces formations master, doctorat qui sont de très haute qualité, avec un bagage scientifique exceptionnel. Moi, j'ai fait une double formation aussi, docteur-ingénieur, donc je vois ce qu'apportent les formations d'ingénieur et les formations de docteur. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, un potentiel énorme qu'on peut avoir dans la région pour irriguer les entreprises. On a beaucoup de PME dans la région Bourgogne-Franche-Comté et ces PME ont besoin d'un potentiel d'innovation et elles vont les trouver aussi, pas que, mais aussi à l'université et dans les formations qui sont pratiquées. Alors, ce dispositif, effectivement, chercheur-entrepreneur, itinéraire chercheur-entrepreneur, ICE, finance des thèses et des post-docs. Et les crédits sont pris, pas sur notre politique recherche, mais sur notre politique transfert de technologie. Et c'est pour ça que le couple qui était avant nous sur scène, l'encadrant et le doctorant, est important parce qu'il faut que l'encadrant il soit bien conscient que les crédits qui sont donnés à la région, bien sûr, c'est pour une partie recherche, parce qu'il faut que le jeune docteur, scientifiquement, et ça a été bien dit tout à l'heure, soit au top, mais ils sont surtout pour ce transfert de technologie. Et si l'encadrant n'est pas persuadé que son docteur, il doit aussi le former à ça, et qu'il faut qu'il consacre du temps à sa formation, comme vous l'avez dit Kevin, et à ce qu'il doit faire en plus, je dirais, de sa thèse, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que maintenant, on auditionne les couples, encadrants, et, enfin, en tout cas, on a un volet avec les encadrants et les postulants, je dirais, pour que ce couple fonctionne. Animé par des cas, d'ailleurs, dans cette relation. Animé par des cas, voilà. Et donc, on fait évoluer aussi ce dispositif petit à petit, avec le concours, bien sûr, de l'école doctorale et du BFC, qui est notre partenaire phare. Alors, vraiment, c'est important pour nous de travailler avec l'école doctorale et avec UBFC sur ce dispositif, parce que forcément, UBFC est le partenaire essentiel pour sa mise en œuvre. Et on le fait évoluer au fil des ans. On recueille les témoignages à la fois de ceux qui en ont bénéficié, de l'école doctorale, des enseignants-chercheurs, des entreprises. Et on le fait évoluer pour que il soit plus performant. Et c'est comme ça qu'on a fait entrer des KBFC dans le dispositif. Et c'est comme ça que je te passe la parole, c'est ça? Non. C'est là que ça va se passer. Je vais reprendre la main 2 secondes. Voilà. Effectivement, pour faire un rebond aussi. Alors, le plus court, puis peut-être vous prendrez plus longtemps la parole après l'intervention de Fabrice, pour pas qu'on se décale trop. Voilà. Et donc, effectivement, ce lien. Voilà. Mais alors, je voulais juste dire une toute petite chose avant de vous donner la parole, c'est-à-dire que ICE aussi, donc là on est dans le contexte Deep Tech, d'accord, mais il y a aussi d'innovation aussi sur des aspects qui sont autres. Il y a des ouvertures aussi vers des domaines SHS, sur l'organisation d'entreprises, etc., sur des propositions de structures intéressantes, nouvelles. Voilà. Et donc, mais bon, là on est dans le contexte Deep Tech, et là, dans ce contexte-là, la BPI amène des supports qui sont fondamentaux.
Oui, en fait, c'est exactement ça. Et l'une des particularités de la deep tech, c'est notamment que le temps anté-création peut être parfois long. Et en fait, ça permet d'avoir un biais positif, notamment, parce qu'on peut bénéficier de dispositifs d'accompagnement comme ceux qui viennent d'être présentés. Mais il y a d'autres dispositifs d'accompagnement qui sont portés, par exemple, au niveau national, comme les concours d'innovation portés par l'État et par BPI France. Il y a notamment le concours ePhD, qui permet en fait à des chercheurs, à des doctorants qui portent un projet de recherche et qui pensent à le valoriser, de venir un peu tester leurs idées, d'être accompagnés. Et il y a tout un accompagnement qui se fait effectivement sur l'accès au marché de la technologie, mais il y a un accompagnement tout aussi important qui se fait sur la posture entrepreneuriale, sur le fait de choisir entre guillemets le bon rôle ou le rôle qui correspond au porteur de projet au sein de la future start-up. Et effectivement, dans le cadre de la deep tech, c'est des choix qui peuvent se faire sur le long terme. Parce qu'on a tendance à voir des rôles modèles deep tech qui sont entrepreneurs, chercheurs et CEO de leur société. Mais il y a aussi en fait d'autres rôles qui peuvent être pris par des chercheurs entrepreneurs, qui peuvent être conseillers scientifiques ou conseillers techniques. Et on avait créé un podcast avec The Meta News justement qui s'appelle Le Déclic. Qui nous a permis en fait de partager des témoignages d'entrepreneurs-chercheurs qui aujourd'hui ont des postes vraiment très différents au sein de la start-up qu'ils ont créée. Et je vous encourage à les écouter. Ils sont disponibles sur la plateforme de Deep Tech et sur Ocha. Et ça permet d'avoir tout un panel de visions et de vécus différents qui montrent que finalement l'entrepreneuriat Deep Tech, c'est pas seulement un chemin. Il y a plein de manières d'entreprendre. Il y a plein de dispositifs qui peuvent vous accompagner, portés par l'État, portés par les SAT, les organismes de transfert, que ce soit des concours d'innovation, des programmes de prématuration portés par les incubateurs. Donc faut y aller, c'est le bon moment. Merci pour cette première intervention. Voilà, on a déjà dépassé la moitié de notre temps. Alors, donc, je vais tout de suite donner la parole donc à Fabrice Lallemand, qui va nous parler de son expérience de patron, expérimenté, mais que je connais aussi en tant que collègue. Et donc, il y a une forte vie universitaire, et donc il a dû peut-être gérer les choses entre ces deux vies, finalement, professionnelles. Voilà, alors que sûrement tu vas nous en dire beaucoup plus sur notamment ce point. Voilà. La parole. Merci beaucoup. Je te remercie encore d'intervenir alors que tu as ton deuxième jour de Covid. Voilà, c'est parfois un des plus durs. Merci beaucoup Philippe. Oui, alors bonjour à tous. Je suis vraiment désolé de ne pas être présent aujourd'hui, mais comme la Covid m'a rattrapé, effectivement, le deuxième jour n'est pas forcément le plus simple à gérer. En tout cas, je suis très content d'être avec vous. Alors, en deux petits mots, Fabrice Lallemand, moi je suis enseignant-chercheur à l'université. J'ai encadré un certain nombre de thèses, bien évidemment, et auteur d'un certain nombre de brevets que j'ai toujours revendus. Et en 2010, en fait, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure d'entrepreneuriat à travers le brevet que nous avions déposé avec deux de mes collègues enseignants-chercheurs. Alors, pour répondre un petit peu à la question, je suis chercheur et puis l'entrepreneuriat, est-ce vraiment pour moi? Je dirais que d'un point de vue principe, il n'était pas fait pour moi puisque j'étais dans une zone de confort. On dit tout le temps, on utilise cette sémantique tout le temps, mais elle est vraie. On est dans une zone de confort quand on est au laboratoire. Et qu'est-ce qui fait que l'on va se lancer dans cette entreprise, dans l'entrepreneuriat? On a parlé là sur le plateau de déclic. Alors, il est souvent non rationnel et plutôt émotionnel. En tout cas, pour moi, le déclic, ça a été d'entendre toujours mes parents dire toujours on va y aller, et finalement, ils sont arrivés à la retraite sans avoir franchi le pas. Donc, pour moi, c'était plus facile avec cette expérience-là de me dire il faut que j'y aille. Maintenant, comment il faut trouver sa posture dans l'entreprise? Beaucoup de choses ont déjà été dites. Il y a plusieurs solutions pour un chercheur, un enseignant-chercheur, soit d'être consultant dans l'entreprise, c'est une solution parce qu'on souhaite rester dans son laboratoire, ou s'investir au quotidien. Et s'investir au quotidien, il peut y avoir plusieurs formes. Il peut effectivement y avoir cette forme de CEO, où là, on a envie d'entreprendre et de se lancer à corps perdu dans l'aventure, ou avoir plutôt un rôle de CTO et un rôle plutôt technique. Il y en a un, en tout cas moi, avec mon expérience de 6 ans, donc en 2 mots, moi j'ai une start-up de la Chemtech, Deep Tech aussi, dans le domaine de la chimie et dans le domaine des lubrifiants.
J'ai choisi, moi, très clairement d'avoir un rôle de CEO. Ça veut dire que j'ai dû renoncer pendant 6 ans majoritairement quand même à mes travaux de recherche. Et quelles sont les compétences que j'ai dû avoir? Je pense que la première compétence, c'est l'écoute. C'est tout bête, hein, mais il faut écouter. Il faut écouter les conseils qu'on nous donne, beaucoup de flexibilité pour pivoter, hein, puisque une start-up, c'est un ascenseur émotionnel, ça a été dit de nombreuses fois. Et puis, le point important, c'est les ressources humaines, c'est le management, parce qu'on ne fait rien quand on est tout seul. Et donc, à ce moment-là, bien, il faut avoir des compétences. Hormis les compétences naturellement financières, la gestion d'un site industriel, c'est notre cas, puisque nous avons créé notre site industriel en 2019. Et puis, naturellement, quelque chose qu'on connaît un petit peu moins dans le monde universitaire, c'est la gestion des commandes, des délais et de la rigueur, en tout cas, de nos clients. Voilà ce que je peux dire rapidement, en tout cas, sur ce sujet. Merci Fabrice. On voit que tu as acquis cette rigueur du temps, hein, puisque tu as respecté pile le temps voilà, que moi je n'ai pas su garder puisque j'ai débordé en fait, hein, mais c'est peut-être mon côté universitaire. Mais en tout cas, on va passer peut-être la parole tout de suite cette fois-ci à BPI, parce qu'effectivement, associer des compétences diverses, par exemple s'il y a un choix CTO qui est fait, trouver quelqu'un qui va pouvoir jouer plus le rôle de CIE, associer le rôle technique, un rôle plus managérial ou de commercialisation, etc. Enfin, voilà, dans une scène en structure, il y a des dispositifs maintenant qui se mettent en place pour aider à cela, je crois. En fait, en travaillant avec l'écosystème qui accompagne les startups deep tech, on s'est rapidement rendu compte que le rôle et le choix de l'équipe fondatrice, c'était vraiment un sujet qui allait être très important dans le développement de la startup deep tech. En fait, on a fait une étude auprès d'à peu près 1200 entrepreneurs deep tech et on s'est rendu compte que les startups qui se montent en équipe, elles ont 50% de chances de plus de lever qu'une startup qui est portée par une seule personne. Donc 50% de chances supplémentaires et souvent, ces startups-là, elles lèvent 1 an avant les autres. Donc ils gagnent carrément 1 an sur l'accès au marché et le développement. Donc c'est important de travailler en équipe et parfois quand on est chercheur ou doctorant dans un labo, c'est pas forcément évident de trouver la ressource complémentaire qui va pouvoir vous accompagner pour développer votre projet. Et on a notamment monté un dispositif, alors pas seul, avec plus de 39 partenaires qui sont principalement des structures de transfert de technologie et des incubateurs. C'est un service qui s'appelle Tandem et qui permet aux porteurs de projets Deep Tech de recruter facilement un associé. Donc c'est un service qui est disponible sur la plateforme Les Deep Tech et qui fonctionne très bien. On l'a lancé en septembre et depuis septembre, on a eu plus de 100 offres d'emploi publiées sur cette plateforme qui ont permis à des porteurs de projets Deep Tech de trouver leur associé. Donc là, on commence à voir de super belles histoires de matching entre un profil de recherche et un profil business autour de la deep tech. Donc finalement, en se posant la question est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour moi, il faut aussi se poser la question est-ce que je suis prêt à partager mes travaux de recherche, à inclure quelqu'un dans cette histoire entrepreneuriale. Et en se posant toutes ces questions, en incluant d'autres personnes dans cette aventure entrepreneuriale, on commence aussi petit à petit à trouver sa place et c'est important de se faire accompagner par les SAT, par les organismes de transfert et c'est eux qui pourront aussi vous flécher vers les bonnes formations. Il y a beaucoup de programmes, donc il faut en profiter. Merci beaucoup. C'est vrai que ce point est vraiment très important et est un véritable écho, hein, ce qui a été dit à la fois pour la gestion des risques, même dans ce qui a été dit avant, la peur aussi de dire ah ben non, je veux pas gérer tout ça. Voilà, on le voit avec des gens qui sont expérimentés, on le voit avec ceux qui commencent aussi, hein, cette construction, cette association. Donc le fait qu'il y ait quelque chose dans ce sens-là, effectivement, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, on m'a dit que le temps passait très vite, donc je vais peut-être laisser peut-être 1 ou 2 minutes chacun, 1 minute et demie chacun maximum, hein, pour que vous puissiez répondre. Catherine, vas-y. Bon, Philippe, il sait que je suis très bavarde, donc il se méfie. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire en quelques minutes ? Venez en Bourgogne-Franche-Comté.
Pourquoi? Parce que vous avez vu, je crois qu'on a fait la démonstration aujourd'hui que, à la fois, bien sûr, il y a des aides financières, il y a des dispositifs, etc. Mais ça, vous les trouverez dans n'importe quelle région. Hein. Toutes les régions accompagnent. Mais en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez vu qu'on est un petit écosystème qui se connaît, on est tous, alors je ne veux pas dire copains, c'est peut-être bien grand mot, mais en tout cas, on se connaît tous très bien, on se tutoie tous, on a tous le portable des uns et des autres. Et ça, c'est vraiment, je pense, la force de notre territoire. On est peut-être un plus petit territoire, hein, mais on a, alors pas au niveau surface, hein, au niveau nombre d'habitants, mais du coup on est agile et on n'hésite pas à s'appeler les uns les autres quand il y a un problème. Vous avez un projet, nous on sait où vous trouvez les financements, vous cassez pas la tête, je dis toujours on ne répond pas à des appels à projets, on ne répond pas à des dispositifs, on a un projet, on a une envie, on a une motivation, vous l'apportez et nous, l'écosystème, globalement, on trouve une solution. Et après, on s'en fout si c'est la région, si c'est DECA, si c'est BPI, si c'est... Enfin, on n'est pas là pour faire la guerre de qui va financer quoi. Non, voilà. L'important, c'est que le projet se fasse en Bourgogne-Franche-Comté et qu'il y ait une belle histoire et que on soit fiers tous de ce qu'on a fait ensemble. Et vous savez que je crois beaucoup au collectif, que j'arrête pas de le dire, et garder vraiment ce collectif Bourgogne-Franche-Comté. Voilà ma conclusion. Merci beaucoup. Alors juste, Je vais simplement compléter une chose pour tous ceux qui sont là, qui viennent de ICE, que vous êtes doctorant, master, faites-vous plaisir, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans vos projets de recherche, parce que c'est quand même un projet de vie quand vous vous lancez dedans. Donc faites-vous plaisir, surtout avant tout. Non, j'ai pas le droit. Elle a le droit. Si on me dit que oui, mais alors 30 secondes. Hein, voilà. 30 secondes? Allez, 30 secondes. Oui, je voulais juste rajouter, pour rebondir, j'avais été à une table ronde, et alors faites-vous plaisir, mais faites attention à vous, parce que c'est vraiment quelque chose de difficile d'être créateur d'entreprise. Alors, je ne l'ai jamais été, et franchement, je vous admire, les créateurs d'entreprise. Et je rappelle toujours la règle des 3D, où il faut faire vraiment attention. C'est dépôt de bilan, dépression, divorce. Et c'est... et je le redis parce que ça m'avait fait rire, mais les start-upers, ça fait presque 15 ans que je suis dans le développement économique, à qui je l'ai dit, sont revenus vers moi en me disant « Eh ben, tu avais raison ». Et je pense souvent à ce que tu m'as dit, la règle des 3D, et effectivement, il faut faire attention. Faites attention à vous, faites attention à votre vie de famille aussi, hein, parce que voilà, on n'a pas que le boulot dans la vie. Et c'est comme ça que vous allez réussir en ayant un équilibre entre tout ça. Voilà. Et comme vous l'avez vu, l'écosystème local aide à avoir cet équilibre. Voilà. Bon. Toujours envie d'y aller, n'est-ce pas, Kevin, hein? Je vais y réfléchir un an de plus. Voilà. Alors merci vraiment à tous, à Kevin, à Fabrice, à Lola, à Catherine, à Sophie pour vos interventions, et j'espère qu'ils ont amené plein de choses intéressantes et plein d'informations au public, et à tous ceux qui sont en ligne. Alors je ne vois pas des SMS, donc ça veut dire que j'ai a priori pas de questions en ligne. Donc voilà. Donc on peut conclure là la table ronde. Voilà. Merci. Merci.